Et ben voilà. Pareillement. Vous l'avez promis, me voilà en chair et en os. Philippe, vous allez où? C'est du monde à la porte parce qu'il manque 5 personnes. Ah. Comme c'est les vacances scolaires. Bon, l'image est parfaite. Il garde avec ses petits-enfants. C'est tout bon, Bernard? C'est prêt, on peut y aller. Alors, on avait dit qu'on allait parler de centralité. La centralité de Rachi dans le monde ashkénaze. Et pour en parler, on pourrait peut-être presque faire simple. Dire que Rachi est au centre, que tout tourne autour de lui, fin de l'histoire. Mais ça serait un peu trop facile. Et surtout que ça ne serait pas très honnête historiquement. Parce que c'est là que ça devient intéressant. Rachi n'est pas tombé du ciel. On a peut-être parfois cette impression, mais Rachi n'est pas tombé du ciel. Dans la vraie vie, ça ne se passe jamais comme cela, surtout peut-être dans le monde juif. S'il dit il y a bien un peuple où personne n'est d'accord avec personne, c'est bien le nôtre. Alors on va faire un pas de côté. Au lieu de commencer par Rachi, on va commencer par quelqu'un d'autre. Un nom qu'on ne met peut-être pas sur les affiches. Rabbi Joseph, fils de Samuel, Tov Elem. On en dira un petit mot sur son petit nom, Toubalem, qui va donner peut-être un peu plus tard un nom à consonance séfarade, Toubelem, mais qui a une véritable assise dans le monde ashkénaze, ou du moins dans la Tsarfat du début du Moyen-Âge. Et là, déjà, de première surprise, parce que quand on regarde l'histoire sérieusement, Rachi donc ne tombe pas du ciel, mais il n'arrive pas aussi dans un désert. La Troie du Moyen-Âge n'est pas un désert spirituel, communautaire. Il arrive dans un monde où il se passe déjà quelque chose. Les historiens eux-mêmes sont intrigués. Ils parlent d'une irruption soudaine de Rachi sur la scène européenne, comme si d'un coup apparaissait une œuvre d'une qualité exceptionnelle, des commentaires d'une précision incroyable, une maîtrise des sources impressionnantes. Et la question historique, mais qui nous intéresse aussi, c'est comment c'est possible. Alors on a essayé d'expliquer de manière classique. On a dit, il a étudié en Allemagne, il est parti à Worms, à Mayence, dans des cercles intellectuels très actifs de l'époque. Donc, c'est logique. Il est parti étudiant. Il est revenu diplômé. Le voilà, Rachi. Mais honnêtement, c'est une belle théorie, mais elle ne tient pas vraiment si on regarde un peu plus de plus près. Rachi n'était pas un étudiant débutant. C'était pas un jeune parti en Allemagne faire ses classes. Il est déjà un maître. Et en réalité, son séjour en Rhénanie ressemble plus à un post-doc qu'à une première année de fac. Ce n'est pas quelqu'un qui découvre, c'est quelqu'un qui approfondit, qui vérifie, qui affine. C'est l'identité même de Rachi, et surtout, c'est quelqu'un qui prend des risques. Quand je parle de risques, parce qu'à l'époque, voyager, c'est pas prendre un Ouigo ou un TGV fluo ici. C'est un peu plus long, c'est un peu plus dangereux, et accessoirement, tu ne sais pas si tu reviens vraiment. Alors pourquoi partir? Pourquoi partir? Parce qu'il y a ici chez Rachi un objectif très précis. Travailler sur un texte. Et pas n'importe comment. À cette époque, un des grands projets intellectuels, c'est ce qu'on pourrait peut-être qualifier de nettoyer le Talmud. On ne parle pas d'hygiène, mais de correction des erreurs éventuelles et fréquentes des copistes. Ces copistes sont ceux qui vont, au final, produire des livres de Talmud, des encyclopédies talmudiques qui permettent, avant la naissance de l'imprimerie, au final, aux rabbins, aux étudiants talmudiques, de se pencher sur le texte. Et à cette époque, un des grands projets intellectuels,
c'est d'essayer de faire la part des choses, de nettoyer le texte du Talmud, d'enlever les accumulations, de revenir à une version plus fiable. C'est un travail énorme, un travail de précision, mais aussi un travail ingrat. Personne n'a jamais fait de standing ovation pour quelqu'un qui corrige des fautes d'une certaine copie. Et pourtant, ce travail, il est porté par de grandes figures talmudiques, et notamment Rabbeinu Gershon. À cette époque, il habite à Mayence. Il terminera sa vie à Metz. Donc Rabbeinu Gershon, lui, c'est la figure de proue de cette idée d'essayer de produire un texte solide. Sinon, on pourrait presque donner cette image, les commentaires qui seraient produits après seraient comme commenter un PDF mal scanné. Vous trouvez un prétexte d'un commentaire, mais en fait c'est juste une faute de copie, une faute de scan. Et donc on ne peut pas se permettre à cette époque, et c'est ce que Rabbeinu Gershom a compris, de commenter si on n'est pas sûr de ce qu'on lit. Donc Rashi fait une chose très logique. Il va à la source. Il va dans les écoles de Mayence, de Worms, pour un seul objectif très précis, consulter les textes, écouter la vraie voix du Talmud, celle du 5e siècle, et encore plus intérieure. Donc là, on a un détail très important. Ce qu'il reçoit au final, ce n'est pas seulement l'enseignement d'un maître à un élève. On a ici presque une rencontre, un échange, d'égal à égal, comme si on transmettrait à son collègue une version un peu plus fiable d'un manuscrit important. Et ça change tout parce que cela veut dire que Rashi ne se construit pas de zéro. Il s'inscrit plutôt dans un monde déjà structuré. Et c'est là que notre personnage, Rabbi Joseph Tobelem, revient. Parce que lorsqu'on regarde les premiers grands sages de Tzarfat, à cette époque, pour traduire Tzarfat, on ne dit pas la France, on parle du royaume du Nord, on parle de la France du Nord, ils ne sont pas nombreux. Et parmi eux, les premiers, les plus anciens, c'est lui, Rabbi Yosef Tobelem. Et surtout, il y a un détail captivant, capital, c'est que Rashi le connaît. Pas vaguement, pas indirectement, il le cite nommément 2 fois dans son commentaire sur le Talmud, dans le traité Ktuvot, dans le traité Choulin, et même mieux que cela, Rashi précise qu'il s'appuie sur un responsum, donc un livre qu'on connaît bien ici, c'est-à-dire un livre qui produit des échanges entre diverses communautés, mais surtout entre une communauté et un maître, avec une question, avec une demande pour clarifier un détail de la vie courante. Donc Rashi précise dans son commentaire que la production du commentaire qu'il est en train de faire dans le traité Ktuvot, dans les traités Choulin, s'appuie sur un commentaire de Rabbi Joseph Tobelem qu'il a trouvé dans un livre, un responsable autographe, une production à la main, qu'il a eu au final dans ses mains. Donc il y a eu une rencontre, il y a eu un contact. Donc il a lu le document original, c'est pas un résumé, c'est pas une rumeur, la source ici est directe. Donc non, Rashi n'arrive pas dans le vide. Il y a déjà un phénomène d'héritage. Rashi lit, s'appuie, et ça nous permet au final de changer toute notre compréhension. Parce que la question n'est plus comment Rashi est devenu central, la question est qu'est-ce qu'il a fait de tout ce qu'il a reçu. Et ça, c'est l'histoire qu'on va essayer de décrypter aujourd'hui. Donc, on a commencé à comprendre quelque chose, que Rashi n'arrive pas de nulle part, il hérite d'un monde, il s'appuie sur des grandes figures comme Rabbi Joseph Tobelem, mais aussi Rabbi Gershom, comme on l'a cité. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est qui est ce Rabbi Yosef ?
Rabbi Joseph. Alors, soyons honnêtes, c'est un personnage presque fantôme. On a son nom, on a quelques traces, mais dès qu'on veut en savoir un peu plus, ça devient flou, très flou. Même son nom, c'est une énigme. Tov Elem, ça sonne hébraïque, presque noble, mais en réalité, on pense que c'est simplement une traduction. Bon fils. Tout Tov Elem, Tov c'est bon, Elem c'est le terme biblique pour dire fils, jeune, enfant, et donc on aurait une traduction, Rabbi Joseph, bon fils. Franchement, ce n'est pas le surnom le plus impressionnant de l'histoire. On a connu le Gaon, le Rambam, le Hari. Bon fils, c'est un peu en même temps assez touchant et en même temps assez révélateur d'une époque. Parce qu'on est dans un monde où les identités sont encore en construction, où le nom circule, se traduit, se transforme et surtout où au final les informations sont rares. En tout cas, pour l'espace-temps, pour nous. Ces informations, essayer d'avoir des informations de cette époque, c'est assez rare. Et donc, quand on cherche des détails sur lui, on tombe souvent sur des contradictions qui produisent des zones d'ombre et qui produisent des hypothèses. Mais il y a quand même quelques points solides. Il appartient à l'école de Tsarfat, du Royaume du Nord, le judaïsme du nord de la France, et ça c'est déjà très important, parce que dans ce monde-là va devenir plus tard le monde ashkénaze. Autrement dit, on est en train de regarder les fondations de ce phénomène qui va se cristalliser au XVe siècle. Et là, les spécialistes sont assez clairs. Il n'est pas espagnol, il n'est pas provençal, il est de ce royaume du Nord, de cette école, de cette culture. Et ce monde n'est pas encore celui de Rachid, mais il le deviendra, il y mène. Un autre élément intéressant, c'est que Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rachid, donc lui aussi l'a connu directement, connaît lui aussi, dans une centaine d'années, enfin un peu moins, 70 ans après Rachid, connaît lui aussi ses écrits. Il en parle comme d'une figure importante, quelqu'un qui a dirigé des communautés, et notamment celle de Limoges et celle d'Anjou. Un autre point assez solide. Donc, c'est pas un inconnu total. On est face à quelqu'un qui compte, dont l'histoire n'a pas retenu le nom avec la même force que celui de Rachid, mais il y a aussi un détail fascinant. Lorsqu'on essaye de comprendre d'où il vient, du sud, du nord, de Narbonne, de Limoges, personne n'est totalement sûr, mais lui-même nous laisse un indice. Dans un poème liturgique, ce qu'on appelle un Yotzer, un poème pour la fête de Simchat Torah, cette fête qui est malheureusement assez connue pour les événements récents qui s'y sont passés, mais qui est une fête historiquement, et qui je l'espère restera une fête joyeuse. C'est le nom même de la fête, Simchat Torah, veut dire la joie de la Torah, la joie d'avoir conclu au final la lecture de la Torah, puisque on lit une lecture biblique toutes les semaines, et on arrive à la clôture pour cette fête de Simchat Torah, où on va lire le dernier texte biblique et le premier texte biblique. Nos maîtres chassidiques, notamment, on a parlé un peu, qu'est-ce que les chassidismes, nous disent que si on prend le dernier, que les textes au final se correspondent lorsqu'on termine et qu'on recommence dans le même moment, dans le même mouvement, certains même sont très exigeants avec ça, il ne faut pas parler. Il faut essayer de faire en sorte que la fin et le recommencement se touchent, se juxtaposent. Et dans la chassidique, nous dit que si on prend la dernière lettre de la Torah et la première lettre de la Torah, on arrive avec un petit symbole, une petite contraction et un nouveau mot, le mot lève. Puisque au final, la dernière lettre de la Torah, c'est le Lamed, cette lettre qui est la seule lettre plus haute que les autres, et qui représente aussi Dieu, d'une certaine manière. On ne va pas rentrer dans le symbolisme. Et la première lettre de la Torah, ce n'est pas la première lettre de l'alphabet hébraïque, mais la seconde, le Bet. Et lorsqu'on rapproche le Lamed du Bet, on arrive à un mot, le cœur. Lève, le cœur.
Et en fait, cette idée est extrêmement importante puisque ce que les maîtres hassidiques essayent de développer, c'est qu'au-delà de la rationalité, au-delà de l'intellectualité qui est sollicitée par le texte, il y a aussi une sollicitation, une exigence d'y mettre du cœur. La Torah, il y a cette citation dans le Talmud, la Torah, Rachamana, c'est la manière dont le Talmud appelle la Torah, un petit mot en araméen, puisque le Talmud est rempli de mots araméens, c'est même la langue du Talmud, Liba Ba'e, la Torah a besoin du cœur. Pour la comprendre, pour l'intérioriser, pour la mettre en pratique, il faut ressentir les choses, il faut se remplir d'émotions. Et donc, au final, savoir que c'est un petit peu le prérequis, savoir que le mouvement de finition et de recommencement se fait autour du cœur, c'est extrêmement rempli d'émotions, mais aussi ça nous dit au final où sont les priorités. Et si on opère de cette même manière, en essayant de rapprocher les lettres, alors on a ici un indice. Dans un poème liturgique que Rabbi Joseph nous a laissé pour la fête de Simchat Torah, il a écrit un poème. Et en fait, ils avaient une certaine habitude, fâcheuse, ou peut-être au contraire assez bonne, d'écrire au final le poème en reprenant les lettres de leur prénom. Un peu comme quand vous faites des vœux d'anniversaire pour vos enfants et qu'elle s'appelle Léa et que vous essayez à trouver des adjectifs les plus mirobolants pour essayer de coller et que ça colle aussi à l'identité, aux bonnes choses que vos enfants sont. Donc, c'est exactement un petit peu ce mécanisme qu'on retrouve dans ce poème. Et donc, on retrouve au final les premières lettres des phrases en disant Joseph Tov Elem de Limoges. On va retrouver le Lamed, le Yud, etc., etc. Pour dire au final que ce Joseph Tov Elem, lui, signait de Limoges. C'est un peu l'ancêtre du copyright. Vous voyez ce que je veux dire ? Il fallait signer, il fallait s'affirmer. Donc, il fallait cacher son nom dans un texte. Donc, on y lit au final Joseph Tov Elem, fils de Samuel. Il y a aussi cette importance de Limoges. Donc, il faut être vigilant parce que l'écriture est étrange, la lecture de cette écriture est étrange et discutée aussi, mais globalement l'idée se tient. On considère que ce Rabbi Joseph appartient à la communauté de Limoges et plus largement au judaïsme du Nord. Donc même s'il vient peut-être du Sud, il s'inscrit dans ce monde en construction, dans ce monde qui deviendra au final le monde ashkénaze. Il y a d'autres surprises. Au final, derrière ce Rabbi Joseph, il y a toute une famille. Il y a d'abord un frère, Benjamin, un grand poète liturgique, ce qu'on appelle un paytan, un homme qui écrit, qui traduit, qui transmet, qui est lui installé en Normandie. Il y a un fils, Simcha, la joie, qui lui aussi écrit, et d'après d'autres sources, il y a d'autres frères. En bref, on est face à une famille, à une communauté, à un milieu intellectuel créatif, un milieu qui produit du texte, et c'est fondamental. Parce que Rashi, au final, il ne naît pas de silence. Il naît dans ce monde-là, où il y a déjà des familles qui produisent. Et c'est un petit peu l'inspiration de Rashi. Vous savez, on a tous besoin de figures emblématiques, d'inspiration, qui nous permettent, non pas de copier, mais d'essayer de faire un peu différemment, un peu à notre sauce. Je dirais pas mieux, mais à notre sauce. Incarner les choses avec la manière de penser. Et c'est, au final, Rabbi Joseph Tov Elem et sa famille qu'on découvre maintenant, qui ont été... il semblerait, je mets toujours du conditionnel avec Rashi, parce que si avec Joseph Tov Elem on ne sait pas grand-chose, avec Rashi, c'est aussi un peu flou, voire... on appelle ça pas flou, parce que c'est négatif, on aime bien le folklore. Voilà. Donc, ça revient plus ou moins à la même chose, mais l'idée, c'est pas de dire ou de juger, c'est de comprendre qu'au final, Rashi naît dans ce monde où on pense, où on écrit, où on transmet, où ça apparaît dans ce milieu qui est véritablement créatif et producteur. Donc,
Pourtant, Rabbi Joseph Touvelem n'est pas champenois. Il fait partie de ce royaume du Nord, mais il n'est pas champenois. Et ça, c'est un détail qui change beaucoup de choses. Parce que la communauté de Troyes, celle de Rachi, elle ne s'adresse pas à lui comme à une autorité locale. Au contraire, elle va chercher ailleurs. Elle lui pose des questions, des vraies questions, des problèmes concrets. Et justement, parce qu'il est extérieur, parce qu'il est à l'extérieur, parce qu'il n'est pas du coin. Et ça, c'est très juif. Quand c'est sensible, quand le sujet est sensible, quand la question est sensible, on préfère demander à quelqu'un qui n'est pas impliqué. On comprend quelque chose de très concret avec ce schéma, et c'est de cela qu'on va essayer de parler. La communauté locale champenoise, celle de Troyes, elle n'est pas encore mûre. Elle n'a pas encore vécu la période Rachi. Donc elle n'est pas encore mûre, elle n'a pas encore ses propres grandes figures, et donc elle a besoin de se tourner vers des autorités extérieures. Et c'est dans ce cadre-là que Joseph Touvelem marque les choses, et parce qu'il va faire partie, au final, de ce schéma-là. Sa réputation est solide, suffisamment en tout cas, pour qu'on lui fasse confiance. Et donc là, on lui touche des points concrets, des sollicitations concrètes, parce que dans les textes qu'on a de lui, on ne parle pas de concepts abstraits, on parle de vie, on parle de centralité. C'est notre thème. On parle de centralité, de savoir qui est au centre, qui décide, d'où vient l'autorité qu'on appellera rabbinique. Alors, ce que l'on va faire, c'est très simple. Il nous reste une vingtaine de minutes. Ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est essayer d'étudier 3 consultations que l'on a trace de la communauté locale, celle de Troyes, où Rachi n'a pas encore vécu, celle de Troyes, qui sollicite au final ce Joseph Touvelem, qui n'est pas un rabbin de Troyes, qui n'est pas une figure majeure du judaïsme champenois, qui vient un peu à l'extérieur et qui est lui, à ce moment-là, la figure d'autorité pour juger dans ces 3 consultations. Donc, les 3 consultations sont des sujets divers et variés. On lira, j'espère, un peu plus attentivement la 3e, qui est intéressante, mais qui porte toutes 3 une seule question. Où est le centre? Alors, on est dans les années 1116, 1117. La communauté de Troyes, elle ne se tourne pas visiblement vers ses propres autorités, soit parce qu'elle n'est pas encore solidement appuyée, donc on a besoin d'aller chercher à l'extérieur pour juger, soit parce que, en vertu d'un principe très talmudique, on ne peut pas être jugé parti. Lorsqu'on est impliqué dans l'histoire, on a besoin, par souci d'équité, de justice, d'aller chercher de l'extérieur pour comprendre au final comment la chose puisse être jugée avec ce souci d'équité, de justice. En bref, ce que la communauté de Troyes essaye de faire, c'est un petit peu solliciter un cabinet de conseil externe, médiéval. Quand le sujet il est trop sensible, alors on préfère aller solliciter quelqu'un qui n'a aucun intérêt dans l'affaire. La première consultation, il s'agit d'un sujet biblique, talmudique, mais qui a aussi eu une certaine réalité aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est le rachat des captifs. Ce qui se passe en 1116-1117, juste après l'incendie de l'église de Sens, l'affaire est brutale. Des Juifs de Reims, comme ça la consultation commence, des Juifs de Reims se sont rendus au marché à Troyes. Ils ont été attaqués en chemin, capturés en chemin, et il faut donc payer une rançon. La somme demandée, c'est 30 livres, une somme considérable. Donc, les captifs eux-mêmes ont les moyens de payer une grande partie. Jusque-là, on est dans un schéma assez classique. Mais il y a une sollicitation de solidarité pour venir un petit peu à bout de la somme. Et là, on est un petit peu dans le cas concret, juridique. La communauté de Troyes va franchir un cap. Elle va décider d'imposer le reste en solidarité à sa propre communauté, en train de puiser dans les ressources
de la communauté, mais à la communauté juive de Sens, d'Auxerre et de Chalon, qui n'ont rien demandé, soit dit en passant. Et même aux individus, ça veut dire même dans les communautés qui ne sont pas véritablement structurées, on sait qu'il y a des juifs, on va leur imposer une somme à payer. Le tarif, c'est 1 sou par livre, donc c'est 1 sou par communauté, et on y arriverait en sorte. Les sanctions, on menace d'excommunication, on menace d'une amende de 30 sous, donc on s'en sort plus, et presque de rendre interdites toutes les productions, que ce soit les productions du vin, du pain, de ces communautés, si elles ne s'impliquent pas. Donc il y a une vraie menace, rabbinique, mais menace quand même. Donc en bref, si on voulait résumer avec un peu d'ironie, ce que la communauté de Troyes avance, c'est « nous sommes solidaires, vous aussi, que vous le vouliez ou non ». Si vous voulez. Alors, la réaction de la communauté de Sens, ça ne se fait pas attendre, elle refuse catégoriquement. Alors, c'est pas parce qu'elle n'a pas cette volonté de solidarité, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle est déjà très affaiblie. La destruction de l'église locale a levé un impôt local important, juste l'année d'avant, donc économiquement, on s'en sort plus, il y a un problème d'autonomie, et surtout un principe fondamental qu'on essayerait d'établir rabbinique, c'est que nous ne sommes pas tenus d'accepter un décret qui n'est pas lié à notre communauté. On est loin de Troyes, on n'a pas le train à cette époque, donc on est loin de Troyes, on ne communique pas, on va pas aller, on peut pas prendre un décret aussi qui ne vient pas de nous. Alors ils envoient quand bien même un don volontaire, mais on est très loin de la somme demandée, imposée. Donc, là, c'est à ce moment-là qu'on a une question rabbinique qui arrive en direction de Rabbi Toubelem. C'est pas seulement une question de générosité ici. Tout le monde est d'accord pour aider. Personne ne refuse. La question est ailleurs. Peut-on transformer la solidarité en obligation imposée venue de l'extérieur? Et ici apparaît déjà une première ligne de fracture. Troyes agit comme si elle était le centre. Alors pas du monde, mais de la région. Elle s'illustre en communauté mère. Et Sens affirme que chaque communauté est un centre en soi. Conclusion implicite de la discussion qui s'engage, la solidarité ne crée pas. Et vous voyez là toute la finesse rabbinique. La question annexe sur la centralité de l'autorité est mise de côté pour avoir une réponse sur le fond du problème. La solidarité ne doit pas créer une autorité, une obligation, parce que sinon elle devient contrainte. Et on n'est plus dans la solidarité. Donc on a mis de côté la question, est-ce que Troyes est le centre du monde, ou de la région du moins, et on a une réponse intellectuellement assez fine, raffinée, de Joseph Toubelem, qui répond sur le fond du problème. Solidarité égale solidarité. Pas contrainte. Ça, c'est la première consultation, qui est un témoignage, une chronique de la vie réelle de la communauté. Pas seulement dans sa vie rabbinique, stricte, religieuse, mais aussi au final dans la vie de tous les jours. Il faut venir sauver, non pas le soldat Ryan, mais ces captifs qui n'ont rien demandé à personne. Deuxième consultation. Alors, on pourrait presque l'appeler la vigne de Léa, et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. La deuxième affaire, on change complètement de décor. Il ne s'agit plus d'une rançon illégale, si vous voulez, quelqu'un qui abuse dans tout cela, mais d'un impôt royal. On est dans le droit. La communauté décide d'imposer, on lui impose un impôt, une cotisation, si vous voulez, comme ça reste un peu moins normatif. Et eux, pour réussir à collecter la somme, alors ils vont se réunir en communauté pour pouvoir avoir un prélèvement uniforme, pour que tout le monde puisse essayer de pallier à la demande royale.
un pourcentage sur les biens, en espèces ou en nature, et tout se passerait bien si tout était comparable. Mais là surgit une figure inattendue, Léa, propriétaire de vigne. Dans ce monde, hein. Léa, propriétaire de vigne. Et le débat éclate. La communauté soutient une vigne, c'est un capital, c'est un bien qui produit. Ses fruits aussi. Et donc elle doit être taxée comme de l'argent. Elle est propriétaire de quelque chose, elle doit donner à part égale que la communauté. Et Léa répond, mais elle répond très bien. Elle dit une vigne, c'est pas un bien. Ça exige des dépenses constantes, beaucoup de travail, des risques, l'incendie, de la pourriture, le gel, des prélèvements seigneuriaux annuels. Et donc le profit est presque faible, voire nul. Et à l'inverse, l'argent produit sans effort, produit avec effort, mais il n'y a pas de frais. Il est sécurisé, et on pourrait presque dire, en termes modernes, vous traitez, la consultation et l'argument de Léa, vous traitez un placement financier comme une exploitation agricole. Ce qui est, reconnaissons-le, peut-être un argument audacieux. Elle essaye de gérer ses biens. La réponse du rabbin, elle est extrêmement précieuse. Si les faits, et voici les mots, si les faits sont tels que décrits, Léa a raison. Si les arguments qu'elle avance, les risques, le gel, les frais sont tels que décrits, Léa a raison. Ce qu'on voit au final à travers cette consultation, cette seconde consultation, c'est qu'on assiste ici à un déplacement subtil mais décisif. Dans la première consultation, la question était qui décide? La réponse ne vient pas, mais la question est quand même là. La deuxième, elle devient sur quoi repose la décision? Et la réponse est claire. Une règle n'est valable, ce souci d'égalité pour répondre à la cour royale, une règle n'est valable que si elle correspond à la réalité. Et l'égalité formelle, ou ce besoin d'égalité formelle, ne suffit pas. Une règle, pour être cohérente, elle ne peut pas être injuste. Ça, c'est la deuxième consultation. J'ai pas eu le temps d'imprimer dans les mots la troisième consultation, mais on va essayer de la lire. Il nous reste de prendre un peu plus de temps sur cette troisième consultation, et après on va essayer de la décortiquer, de l'analyser. Consultation de notre maître Joseph Tobel. Les gens de Tibériade. Alors Tibériade, on est très loin de la Champagne, hein. On est dans l'Israël biblique. On va essayer d'en dire un. Qui sont venus payer l'impôt du roi, se sont calomniés les uns les autres en disant « Tu as allégé ton fardeau et tu as alourdi le mien ». Donc ils sont venus tous payer le fardeau et ils se calomnient en disant que vous avez magouillé. Tu as magouillé sur mon dos. Ils ont fini par choisir dans la communauté des hommes de confiance, des notables éminents de la ville, les plus experts des habitants du pays, pour les entendre, car ils agissent en toute honnêteté. Il y a quand même besoin que cette petite revendication de magouille, elle ne soit pas laissée de côté. On a besoin de statuer devant la justice. Ils ont décrété unanimement que chacun verserait aux administrateurs selon l'estimation que ceux-ci auront fait de la valeur de leurs biens. Quiconque refusera de se plier à leur décision sera excommunié. Ça rigole pas au Moyen-Âge. Sera excommunié aussi longtemps qu'il persistera dans son refus. Il payera également une amende d'une livre. La communauté unanime s'empressa de verser l'impôt au terme fixé, et inspirée par la crainte du Seigneur et la peur de l'excommunication. Il n'y eut que 2 individus qui refusèrent d'écouter et qui ne redoutèrent pas le décret d'excommunication. Des durs à cuire. Ils se sont rendus à Séphorée et ils y sont racontés toute l'affaire.
Les locaux les ont invités chez eux, c'est vrai, ils y ont mangé avec eux, ils ont discuté avec eux, ils les ont libérés du décret d'excommunication prononcé par leur communauté de Tibériade. Ils leur ont remis un écrit libératoire en s'appuyant sur un verset de l'Écriture dans l'Exode. Au dernier son du corps, ils monteront sur la montagne. Ils s'en sont ensuite retournés à Tibériade, très satisfaits d'eux-mêmes, et en se félicitant de cette issue. Lorsque les habitants du Tibériade apprirent cela, ils en furent très courroucés. Ils pensèrent demander au roi d'envoyer ses sergents pour réclamer au récalcitrant la part de l'impôt qui lui revient, étant donné que les règlements de la communauté restent sans effet et que les uns décrétèrent l'excommunication et que les autres viennent ensuite qui n'en tiennent pas compte. Ils se sont ravisés par la suite et veulent savoir si leur décret est encore valide et si son annulation par les gens de Séphorée a quelque valeur. Ça, c'est la question qui arrive sur la table de Joseph Toublem. Alors, on est dans un conte très littéraire et rempli de bonne ambiance, très médiéval. Et cette troisième consultation, un des premiers points marquants, c'est qu'en fait, elle veut pousser l'anonymat au maximum. Tibériade n'est pas Tibériade et Séphorée n'est pas Séphorée. En fait, derrière Tibériade, c'est Troie. Troie devient Tibériade et Séphorée, on a du mal encore à définir qu'est-ce que cela est. On assiste à une tentative très sérieuse d'organisation interne, ou de problème d'organisation interne. Le dispositif, la communauté met en place des notables, des experts, des estimations de biens, et une contribution proportionnelle. La sanction, encore une fois, les communications, l'amende, et tout cela semble très structuré, très réfléchi, établi. Et pourtant, très vite apparaissent des tensions. Tu payes moins que moi. Des experts ont affirmé les choses, et les gens disent, c'est ça, cette phrase-là, c'est ce qu'elle veut dire, tu as allégé ton fardeau, et tu as alourdi le mien. Tu payes moins que moi. Deux individus refusent le système, ils partent à Séphorée. Et là, ils se retrouvent, le retournement, si vous voulez, ils sont accueillis, écoutés, ils mangent, ils boivent, et libérés de l'excommunication avec un verset biblique à l'appui. On pourrait dire, sans trop forcer, c'est un peu presque la première juridiction d'appel informelle de l'histoire. Alors, ce qui s'ensuit, c'est la crise. La communauté du Tibériade, elle est furieuse, elle est courroucée. Elle envisage même de faire intervenir le roi, les sergents, et puis recule et pose une vraie question. Notre décret est-il encore valide ? Que vaut le décret de Séphorée versus le nôtre ? Alors, ce que cette consultation apporte, on n'a pas la réponse. Parfois on a des réponses, on a des questions. Là on a la question, on n'a pas la réponse. Mais ce que cette consultation apporte, c'est qu'on atteint ici le point critique. Dans la première affaire, on a des tensions entre communautés. Dans la deuxième, on a des tensions entre la règle et la réalité. Et dans la troisième, on a des tensions entre autorités concurrentes et compétentes. Donc, une communauté décrète, une autre annule, et donc il n'y a plus de centre évident. Ce que je voulais, au final, vous montrer au travers de ces trois consultations et cette histoire à reculons, au final, de Rachi. Le titre de notre étude portait à croire qu'on allait étudier l'après. Mais pour comprendre l'après, il faut comprendre l'avant. Ces trois consultations prises ensemble dessinent un mouvement très clair. La première consultation, la limite de la centralisation entre les communautés. La deuxième, la primauté du réel sur la règle. Et la troisième, la nécessité d'une légitimité reconnue.
Joseph Toubelem, il ne construit pas des théories, il répond pratiquement à ces cas, de manière pratique à ces cas juridiques qui lui sont posés, qui arrivent jusqu'à sa table, dans son courrier. Il pose au final les bases d'un principe fondamental: l'autorité ne suffit pas pour être le centre. Il faut être juste, il faut être en phase avec le réel, il faut être reconnu comme légitime. Il ne faut pas s'affirmer comme légitime, il faut être reconnu, et tout est dans la nuance. Sinon, au final, les communautés résistent, les individus contestent, sont courroucés, et les décisions se défont ailleurs et se refont encore un peu plus loin, dans une contrée mythique au nom de ces forêts. Donc, c'est peut-être là, au fond, la leçon la plus actuelle de ces textes du début du XIe siècle. Un centre, ça ne s'impose pas, ça se construit. Ce qui est frappant, si on prend un peu de recul, et on conclura avec ça, j'ai 3 minutes de retard. Enfin, 2 précisément, 3 minutes de retard sur ce temps de questions qui m'a manqué. Donc, si on reprend un peu de recul, c'est que ces 3 consultations de Joseph Toubelem ne construisent pas encore, historiquement, elles ne construisent pas encore ce centre solide. Elles font peut-être un peu mieux, mais un peu différemment, elles montrent pourquoi il n'existe pas encore. On est dans un monde fragmenté, 3 veut s'imposer, ça bloque. Sens veut refuser, mais reste solidaire. Et ces forêts annulent, se permettent d'annuler, et tout vacille. Chacun agit comme un centre, et donc, personne ne l'est vraiment. Et c'est précisément là, dans ce contexte, que Rachi apparaît. Rachi arrive dans ce paysage du XIe siècle, quelques décennies après Joseph Toubelem, et contrairement à ce dernier, il ne fonctionne pas comme un arbitre extérieur qu'on consulte à distance, en zoom. Il devient le point de passage obligé. Et c'est là toute la subtilité qu'il est, sans jamais décréter. Au final, on pourrait dire avec peut-être une pointe d'humour, Joseph Toubelem, c'est le consultant qu'on appelle quand tout va mal, et Rachi, c'est celui dont tu ne peux plus te passer, même quand tout va bien. Si on relie un petit peu les trois consultations à la lumière de Rachi, on comprend ce qu'il apporte. Une stabilité de l'autorité. Dans tous les cas précédents, on voit qu'une communauté décrète, une autre conteste, une troisième annule. Avec Rachi, la référence devient stable, non pas parce qu'il impose, mais parce que tout le monde le comprend. Il est aussi source d'unification, d'unité, sans centraliser. Rachi, c'est pas cette création d'institutions centrales, c'est faire quelque chose de beaucoup plus puissant, c'est de créer une grammaire commune, un langage commun. Dans les consultations de Joseph Toubelem, on voit que chacun parle de sa situation, depuis sa situation. Chacun défend ses intérêts, chacun interprète, mais avec Rachi, on parle, au final, tous à partir d'un même texte. Et au final, tous à partir de la même lecture. Et la troisième chose que Rachi fait, au regard de la première consultation, Rachi remplace la contrainte par l'évidence. La première consultation avait érigé des menaces, des amendes, l'excommunication. Et ça ne tient pas. Rachi fonctionne différemment. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de décret, il n'y a pas de coercition, et pour autant, son autorité est beaucoup plus forte. Pourquoi ? Parce qu'elle est évidente. Donc il y a, oui, un vrai basculement. Avec Joseph Toubelem, la question est qui a le droit de décider ? Avec Rachi, cette question disparaît presque, parce que la réponse devient implicite. Qui a le droit de décider ? Celui qui rend la Torah compréhensible par tous. Et ça change tout. Parce qu'avec Rachi, on n'a pas une autorité émergente avec une centralité politique et institutionnelle, on a une centralité intellectuelle, intelligible. Pas un centre qui impose, mais un centre vers lequel tout converge. Et on pourrait résumer, toujours en forçant à peine le trait, Joseph Toubelem, il règle des conflits, Rachi les évite. Il évite
qu'ils apparaissent. Donc, pour conclure, les 3 consultations que nous avons étudiées ne sont pas seulement des cas juridiques, ce sont des symptômes. Elles révèlent une tension entre les communautés, une difficulté à produire des règles justes et une fragilité de l'autorité. Avec Rachid, puisqu'il arrive au final à ce moment-là, exactement à ce moment-là, et il n'arrive pas pour imposer une solution, mais pour changer complètement la manière dont on produit du sens au final, dont on produit de la règle, dont on produit de l'autorité. Et ce n'est pas la force avec Rachid qui crée le centre, ce n'est même plus la fonction, c'est la clarté. C'est la clarté. C'est peut-être pour cela que pour 1000 ans plus tard, et encore un peu plus, Rachid n'a pas produit de décret. Ils ont disparu de son œuvre. Les conflits, ils sont absents chez Rachid. Mais Rachid, il est toujours au centre. Rachid est toujours au centre, que ce soit dans la page ou dans le commentaire, il est toujours au centre parce qu'il y a de la clarté. Merci à vous. Et on a, c'est gentil, on a du temps pour produire un peu un échange. Je sais que Philippe avait des questions, voilà, je vous mets à contribution. Des questions sur cela ou sur autre chose, avec grand plaisir. Philippe, Bon, lancez-vous. oui, Aujourd'hui, c'est piscine. Alors, il y a un truc que je n'ai pas compris, mais c'est vraiment. Le premier problème, c'est 1116, c'est bien ça? 1116, ouais. Et c'est après Rachid. Après, en fait, c'est ailleurs. C'est ailleurs. C'est pas avec Rachid, mais c'est ailleurs. Rachid n'est pas dans cette histoire. Oui, ça j'entends bien, mais 1116. Ouais. Oui, Rachid oui. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ce que je comprends pas, c'est que la communauté troyenne, ayant connu Rachid. Elle n'est pas encore le centre. Non, mais ça j'entends bien. Mais que eux-mêmes, ayant connu Rachid, Ouais. ils ne se soient pas réussi à se dépatouiller. Il y a un truc que j'arrive pas à capter. Et Rachid n'est plus là. Oui, ça j'entends bien. Voilà. Oui. Je sais bien qu'il est plus là. Mais l'ayant connu. Alors j'ai dit 1116. Oui. 1016. Ah 1016. Parce que j'ai bien vu. Non, moi j'ai dit 1016. Pour moi c'était 1016. Ah, là, ça change tout. Là. Non, alors j'ai dit 1116. 1016. Là, c'est plus. Bon. 1, 0, 16. Oui. Ah, voilà. Je vous ai dit, les chiffres sont jamais très. Alors là, Ça me voit? C'est bon. Mais c'est 1016. Bon, alors ça c'était le premier point. Deuxième point, Léa. Léa, oui. Donc elle a une vigne. Elle a une vie. C'est pas la femme de Rachid. Non. Je vous vois venir. Non, pas du tout. Non. Non, je rigole. Non, mais j'avais cru entendre que à cette époque-là, les Juifs n'avaient pas le droit d'avoir de terre. Alors, j'ai bien dit, j'ai cru entendre. Alors, j'ai mis terre ou. Je sais pas. Dans le sens où est-ce que c'est sa vigne, est-ce que c'est un petit lopin de terre qu'elle a, elle a un métier au travers de cela. On ne sait pas qu'elle est propriétaire terrienne. D'accord. Je l'ai peut-être dit comme cela, mais l'idée c'est qu'au final elle produit de la chose. Est-ce que c'est légal, pas légal? Est-ce qu'il y a des exceptions en fonction de où on est? Voilà, parce que en fait, ça aborde le problème de quand les gens disent Rachid évidemment. Ça aussi c'est. Moi, j'ai toujours. C'est pour ça que je dis, avec Rachid, historiquement, moi je suis pas bien placé pour répondre à cette question. Maintenant, lorsqu'on dit que Rachid avait de la vigne, juste après lui, une centaine d'années après lui, on parle d'un certain Isaac Châtelain. Et visiblement, il était propriétaire terrien. Donc il y a eu des exceptions. Vous savez, il y a des manières de faire. Sur le papier, vous avez un propriétaire, mais donc visiblement, il y a eu des manières de faire. Ouais. Enfin, moi, je préfère dire qu'il travaille autour de la vigne que de dire qu'il est propriétaire comme ça. Mais il y a des contre-exemples. Il y a toujours des contre-exemples. Et historiquement, encore une fois, moi, je suis pas bien placé pour vous parler de. Parfois, en fait, en lisant des textes, lorsque c'est pas un texte historique, là, ce que je vous ai lu, c'est pas du tout un texte historique. On se permet de faire un pas de côté en transposant un petit peu notre réalité,
sans vraiment comprendre au final la réalité historique du texte. Dans le texte, tout semble dire que Léa était propriétaire de vignes. Voilà. Maintenant, comment? Je sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. J'ai pas de réponse historique. Et après, même cette réalité historique est très difficile parce qu'en fonction des seigneurs, en fonction des situations, de la place de l'église, du lopin de terre, où il est, peut-être elle est pas loin, mais en fait, la vigne est un peu plus loin. Donc c'est toujours très difficile de donner quelque chose une règle légale sur ces situations. Moi, c'est ce que j'ai pu comprendre de mes lectures. Maintenant, ça veut pas dire que c'était pas difficile d'avoir un lopin de terre. Mais visiblement, ils habitaient quelque part, et visiblement, il y avait des gens riches, donc il faut bien s'en sortir à un certain moment. Oui. Donc, et à cette époque, il fallait passer par le travail de la terre. On pouvait pas investir en bourse. Hein. Autre chose? Oui. Monsieur Pitoun. Très bien, vous. Oui, mais qui n'a aucun rapport. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bon, alors on va poser la question, est-ce qu'une synagogue est consacrée? Consacrée, alors dans le sens chrétien du terme, non. Bien d'accord. Voilà, mais maintenant, développer, qu'est-ce que pour vous ça veut dire consacré? Alors c'est exactement ce que j'ai posé comme question. Je vous assure, l'évêque de Troyes a l'habitude de venir à la synagogue, mais il ne m'a jamais rien fait de louche. Donc, mais moi, ça m'a fait poser une question, c'est la lumière qui est toujours allumée dans la synagogue, correspond à quoi? C'est un symbole. En fait, tout ce qu'on fait à la synagogue a une certaine... Alors, nous, on n'appelle pas du sacré, on appelle ça de la sainteté. Je sais qu'en français, il n'y a pas beaucoup de différence, mais pour nous, c'est important. Voilà. La sainteté, il y a des règles, comment se comporter à la synagogue, il y a des exceptions aussi, hein. Je vous vois venir. Donc, il y a des règles et il y a des exceptions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de sainteté, ça dit à l'homme qui est rempli de matérialité comment il doit se comporter dans un lieu qui comporte une certaine sainteté. Maintenant, le sacré dans le sens chrétien du terme, on n'a pas on n'a pas d'idole, on n'a pas d'iconographie, on n'a pas tout ça à la synagogue. Même si vous voyez par exemple des dessins. Dans la majorité des synagogues, vous avez des lions, vous avez des couronnes, vous avez des choses comme ça. Déjà, c'est très variable. C'est très en fonction du bon goût du rabbin ou du président. Donc, déjà, ça vous donne un petit peu le ton. Et à part cela, il y a du symbole, mais on n'est pas dans le symbolisme. Donc, ça, c'est aussi une deuxième nuance à avoir. Pour la question de la flamme, de la lumière, si vous voulez, qui représente au final le feu qui brûlait de manière constante au temple. Toute la structure de la synagogue, elle reprend au final des éléments du temple, biblique, talmudique, etc. Et en fait, même notre prière, elle est substitution au sacrifice qu'on apportait au temple. Donc, c'est pour ça que c'est un endroit saint, mais pas dans le sens, par exemple, c'est pas aussi dans le sens musulman du terme. C'est un endroit avec de la sainteté, on peut pas en faire n'importe quoi, mais on n'est pas en train d'être sur quelque chose de consacré. Mais pour autant, on tient fort, dur comme fer à nos synagogues. Hein. Je n'apporte pas de nuance à vos propos. Je dis qu'au final, le propos, il est ailleurs. Quand on ouvre une nouvelle synagogue, est-ce qu'il y a une cérémonie particulière comme pour ouvrir une nouvelle église? On n'en ouvre plus, mais bon, il y en avait une. Oui, il y a toujours, en fait, c'est comme quand on offre à la synagogue un nouveau Sefer Torah, un nouveau rouleau de la Torah. Il y a une cérémonie, ce qu'on appelle Achnasa. Achnasa de Sefer Torah, ça rappelle un petit peu la notion du mariage, en fait. Il y a cette notion du mariage qui revient. On accueille la Torah comme on accueillerait une jeune mariée le jour de son mariage. Et on va danser avec, on va célébrer, bien entendu. La même chose pour une nouvelle synagogue. On célèbre. C'est un nouveau lieu de prière, c'est un nouveau lieu de communauté, c'est un lieu de vie, on célèbre. On peut pas, on va pas. Comme je vais vous dire encore plus loin, quand un juif emménage, quand on déménage, on emménage, il y a aussi cette notion de Chanukah Tabeit.
c'est-à-dire, alors, vous allez traduire en français pendaison de la crémaillère, mais dans le sens, on apporte un peu de spiritualité aussi en lisant des textes, etc. On fixe la mezouza aux portes, mais c'est un moment important où au final on inaugure. Et ces moments de nos maisons, des synagogues, rappellent l'inauguration du temple. Parce que le moment d'inauguration du temple a été un moment très festif, une fête pendant 7 jours, enfin même plus techniquement, et ça a été un moment important. J'ai répondu à votre question? Oui, parce que moi je pensais que à partir du moment qu'il y a le minyan, ça rapportait encore quelque chose de supplémentaire. Alors ça, c'est une évidence. En fait, ce qu'il faut dissocier pour comprendre, c'est qu'il y a la synagogue et sa sainteté, et il y a l'office et sa sainteté. Des juifs qui se réunissent dans une pièce lambda et qui prient. Si ça devient fixe, bah ça devient une synagogue. Peu importe le goût, la beauté de la chose, ou ça peut être même une pièce d'une maison. À partir du moment où c'est fixe, c'est constant, c'est toutes les semaines, tous les jours, ça devient une synagogue. Il n'y a pas besoin d'avoir. C'est pour ça que la notion de consacré, chez nous, on pourrait même, par exemple, et pendant le Covid, ça a été en Israël, même en France un peu moins, mais il y a eu ça aussi dans les églises. Comme les églises ne pouvaient pas accueillir de public, il y a eu des scènes de prière de rue. Alors en Israël, ça a été permis en quelque sorte, et en fait, des gens se réunissaient dans des garages, dans des cours pendant 3 mois. C'est devenu un peu leur synagogue. Alors, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de truc, mais c'est devenu leur synagogue. Donc j'avais bien compris. Voilà. Alors justement, en parlant du mariage, Oui. on va poser une question, et c'est vrai que j'ai fort réfléchi à la chose, c'est que le jour du mariage, l'épouse a-t-elle le droit de rentrer dans le carré des hommes? Oui. En fait, le jour du mariage, les synagogues sont repensées, si vous voulez. Elles sont restructurées. Alors, vous avez le phénomène français qui va varier en fonction de la pratique religieuse des gens, au final. On essaye d'éviter la mixité, parce que voilà, c'est quelque chose d'important. Le moment du mariage, c'est un moment où on fait des prières, où la sainteté du couple, en tout cas à la synagogue, elle est célébrée. Et ça c'est important. Donc on repense la structure de la synagogue et on fait un côté femme, un côté homme. En fonction de la pratique religieuse, vous allez avoir l'apparition ou pas d'une méritza, c'est-à-dire la méritza, la séparation que vous avez dans la synagogue. Elle est repensée en latérale, elle aussi. Mais au final, l'élément le plus important, il est aussi décalé. Structurellement, la synagogue, vraiment, elle est repensée. C'est pas juste repenser structurellement. C'est le cœur de la synagogue va être ailleurs. Il va être au final soit un dé nuptial avec un khatan, une kala, qui vont célébrer leur union. Je l'ai traduit en français, c'est un peu différent, mais avec quelques raccourcis, on fait ça. Voilà. Mais on repense les choses et c'est assez fréquent qu'on repense la structure d'une synagogue. Et c'est pour ça aussi c'est difficile de donner ce qualificatif de consacré, parce que par exemple, quelqu'un qui a l'origine, c'est une petite règle, on a digressé totalement, mais ça a un lien avec aujourd'hui, parce que les consultations rabbiniques sont faites pour ça. Des questions sont apparues. Moi, personnellement, par exemple, une question l'année dernière que j'avais, on a des événements ici, on est monté à 130 personnes, il y a, pour manger, on a très peu de lieux qui peuvent accueillir 130 personnes à manger. Tous dans une même pièce, c'est pas faisable. Donc on sépare la communauté en deux. On les met dans 2 pièces 70-70. Mais c'est dérangeant, parce que pour un rabbin qui crée un événement communautaire, donc d'unité, séparer les trucs, il va avoir ceux de la première salle, parce qu'en plus le rabbin il peut pas se séparer, donc il peut pas se cloner, donc ceux avec le rabbin sans les rabbins, donc ça va faire la première classe, la deuxième classe, et ça on n'aime pas faire ça dans une communauté. Donc m'est venue une idée que j'ai pas appliquée, mais m'est venue quand même une idée de faire ça dans la synagogue, de faire un repas avec les 130 personnes dans la synagogue. Et pourquoi je me suis permis d'avoir cette idée? Pas parce que j'ai envie de me faire excommunier, mais parce que en fait, la loi, la règle, la halakha nous dit qu'au moment de création d'une synagogue, si on stipule quelques clauses, quelques exceptions,
on a le droit de se comporter en fonction des exceptions. Si on dit que voilà, ce lieu il est réservé pour la synagogue, mais parce qu'une synagogue par exemple vous n'avez pas le droit de la vendre, mais si j'ai besoin d'argent, c'est la communauté, bah elle part, il n'y a plus de juifs. Qu'est-ce que je fais? Donc il y a tout ça qu'on repense, et s'il y a exception, eh ben on peut se permettre certains comportements. Donc je me suis permis d'avoir eu cette idée. On l'a pas fait parce que ça dérangeait quelques-uns, et l'idée c'était de déranger personne. Mais au final, c'est ça aussi les consultations rabbiniques, c'est fait pour cela, dans le sens avoir des idées, prendre une règle, la confronter avec une deuxième, aller voir une autorité compétente qui est centrale, qui est légitime et qui va produire une décision. Et après, il faut s'en tenir, mais ça c'est une autre chose. On est souvent assez correct pour s'en tenir. Bernard, quelques questions en Zoom? Ok, bah au plaisir. Merci à vous. Merci. À très très vite. Merci.